Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Aujourd'hui, on en finit avec la série sur les peurs. On est remonté à leur source, ces peurs construites par un enfant qui cherchait à survivre à un manque d'amour ou de sécurité d'un parent défaillant. Puis, on a regardé ce qu'on en faisait de ces peurs, les éviter, les contourner, les tenir à distance, et on a vu le piège. Une peur évitée ne disparaît pas, elle s'installe, elle grossit, elle finit par structurer une vie entière. Aujourd'hui, il reste une illusion à démonter, la plus paradoxale de toutes, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce qui arrive quand l'évitement ne suffit plus, quand la souffrance passe quand même, quand elle est là et qu'il faut faire quelque chose avec. C'est ça le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, la moindre souffrance psychologique devient rapidement suspecte. Il faut vite aller mieux, comprendre, réparer, optimiser, apaiser. Comme si ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur, du vide ou de la confusion était forcément le signe d'une santé mentale défaillante. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je devrais être passée à autre chose. Il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Et si la souffrance n'était pas l'erreur? Et si c'était la résistance à la souffrance qui était le vrai problème? On vit dans une culture qui a déclaré la guerre à l'inconfort. Tout est fait pour anesthésier rapidement. Les écrans, l'agitation permanente, les pseudo-solutions rapides, la pression de positiver. Et on a intégré cette logique de façon très profonde. On croit qu'une vie réussie devrait être confortable émotionnellement, que les émotions doivent être gérées, que si ça fait très mal, c'est que quelque chose est cassé. Alors, dès qu'une souffrance se présente, on panique. On veut la faire disparaître rapidement. Et on perd son pouvoir pour une raison très précise. En fuyant la souffrance, on fuit aussi l'information qu'elle porte. Or, certaines souffrances ne sont pas des erreurs, elles sont des passages. Un courant fort de la psychologie contemporaine a longtemps été centré sur la réduction des symptômes, faire disparaître l'anxiété, faire taire la tristesse, neutraliser la colère. Mais les recherches des dernières décennies ont opéré un renversement significatif. Lisa Feldman-Barrett, neuroscientifique et auteure de « Comment les émotions sont faites », a montré que les émotions ne sont pas des réactions automatiques que subit passivement le cerveau. Ce sont des constructions actives, des prédictions que le cerveau élabore pour te préparer à ce qui vient. En substance, une émotion n'est pas une directive, c'est une donnée. Elle t'informe sur ce que tu vis, elle ne te définit pas. Autrement dit, une souffrance psychologique n'est pas la preuve que tu vas mal, c'est une information sur ce que tu vis, que tu n'as pas encore terminé de traiter. Le psychiatre et chercheur Daniel Siegel, pionnier de la neuroscience interpersonnelle, a développé ce qu'il appelle le « name it to tame it », nommer pour apprivoiser. Ses recherches, et celles d'autres équipes dans son sillage, montrent que le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent réduit significativement l'activité de l'amygdale, cette zone du cerveau qui génère la réponse de stress. L'idée centrale: on ne combat pas une souffrance, on la traverse en la nommant. Dans le fil de sa méthode thérapeutique, André Charbonnier propose une lecture complémentaire. Derrière chaque souffrance, dit-il, il y a souvent un mensonge, une croyance fausse sur soi, sur les autres et sur le monde. Et démonter ce mensonge, c'est libérer la souffrance. La souffrance n'est donc pas le problème, la souffrance non regardée le devient. Je vais encore te parler de moi, parce que pendant très longtemps, j'ai entretenu avec la souffrance une relation qui m'épuisait. Dès qu'une souffrance apparaissait, émotion désagréable, tristesse, sentiment d'injustice, j'avais 2 réflexes immédiats. Le premier, me lancer dans quelque chose, un projet, une cause, une activité, n'importe quoi pour surtout ne pas ressentir. Le second, quand le premier ne suffisait plus, me demander ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je devrais corriger?
La souffrance devenait immédiatement un dossier à instruire, quelque chose à régler, à comprendre. Et pendant tout ce temps, je ne l'écoutais pas. Je la traitais, mais je ne la traversais jamais. Ce que je ne voyais pas encore, c'est que cette souffrance revenait toujours, sous des formes différentes, dans des contextes différents, avec des personnes différentes. Parce que je n'avais jamais pris le temps de lui demander ce qu'elle cherchait à me montrer. Le tournant s'est produit lors d'une période particulièrement difficile. Au lieu de remplir le vide, j'ai décidé de rester dedans. Pas longtemps, juste assez pour écouter. Et ce que j'ai entendu, ce que la souffrance portait depuis le début, n'était pas un signal d'alarme, c'était une direction. Elle me montrait exactement à quel endroit je ne me respectais pas, à quel endroit je vivais contre moi-même au lieu de vivre pour moi. Ce n'était pas une erreur, c'était une boussole. Certaines souffrances fonctionnent comme des alarmes intérieures. Pas pour te punir, pas pour te signaler que tu es cassé, pour attirer ton attention sur quelque chose que tu n'as pas encore vu. Mais beaucoup de gens vivent leurs émotions comme des ennemis à neutraliser. Alors ils s'anesthésient. Avec le travail, les écrans, l'agitation, la nourriture. Et plus une souffrance est étouffée, plus elle cherche un autre chemin pour exister. Elle revient sous d'autres formes. Une irritabilité inexpliquée, un vide persistant, une fatigue qui ne passe pas, un corps qui somatise pour exprimer ce que tu refuses d'entendre. La médecine psychosomatique l'a documenté précisément. Les souffrances psychologiques chroniquement réprimées finissent par se manifester sous forme de douleurs physiques. Pas par hasard, pas par faiblesse, parce que ce qui ne trouve pas de sortie émotionnelle cherche une sortie physique. Imagine que tu te casses une jambe. La douleur physique est immédiate, brutale, impossible à ignorer. Tu n'essaies pas de la gérer, tu ne continues pas à courir, tu ne t'ouvres pas un livre de développement personnel pour mieux la vivre. Tu t'arrêtes. Parce que tu comprends instinctivement que cette douleur n'est pas ton ennemi, c'est un signal. Et si un médecin t'administrait simplement un anesthésiant puissant pour que tu puisses continuer à marcher sans soigner la fracture, tu le trouverais dangereux. Parce que masquer une douleur physique sans traiter ce qui la cause, c'est aggraver la blessure. Avec la souffrance psychologique, on fait exactement l'inverse. On cherche l'anesthésiant le plus rapide. Et on appelle ça aller mieux. Il y a une différence fondamentale qu'il faut apprendre à faire. La différence entre une souffrance qui parle et une souffrance qu'on refuse d'écouter. La première est un passage, elle est vive, présente, parfois intense, mais elle bouge. La seconde est un mur, elle tourne en boucle, revient toujours, ne change jamais de forme. Et la différence entre les deux n'est pas dans l'intensité, elle est dans la qualité de l'écoute qu'on lui apporte. La souffrance n'est pas le problème. La souffrance qu'on refuse de regarder le devient. Et parfois ce que tu appelles aller mal est le début d'un retour vers quelque chose de plus vrai. Voilà ce que cette série d'épisodes aura tenté de montrer. Que nos peurs ont une origine, nous les avons construites pour nous protéger, que les éviter coûte bien plus que de les traverser, et que la souffrance qui remonte quand on arrête de fuir n'est pas la preuve que quelque chose est cassé, c'est la preuve que quelque chose veut enfin être vu. Le micro-exercice que je te propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Pense à une souffrance présente dans ta vie en ce moment. Quelque chose que tu essaies de gérer, de comprendre ou de faire disparaître. Au lieu de l'analyser, pose-toi ces 3 questions. Si cette souffrance pouvait parler, qu'est-ce qu'elle essaierait de me dire? Est-ce que je ressens cette souffrance vraiment ou est-ce que je la gère, je la rationalise, je la remplis? Qu'est-ce qui se passerait si, juste pour quelques minutes, je la laissais être là sans essayer de la résoudre? Tu n'as pas à tout comprendre, tu as juste à commencer à écouter. Dans le prochain épisode, on va parler d'une dernière illusion. On a vu que pour se libérer de ce qui nous a limités, il faut accepter de regarder et traverser ce qui demande à être traversé. Mais il y a encore une résistance possible. Celle qui dit «
Voir clair va forcément me compliquer la vie. Que la lucidité coûte trop cher. Qu'il vaut mieux ne pas trop regarder, ne pas trop se poser de questions. Qu'on est mieux dans le flou. Et si c'était exactement l'inverse? Et si voir clair n'était pas ce qui complique, mais ce qui enfin libère? Si cet épisode t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, partager ou m'envoyer un message. Et à chaque épisode, je choisirai une question que je décortiquerai dans un bonus. En attendant, garde tes illusions à l'œil et pense à prendre ta pilule rouge.